Bonsoir à tous, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne Les Incorrectibles, à vous abonner à cette chaîne donc, à nous mettre des pouces levés, à nous soutenir. C'est grâce à vous et votre soutien que cette chaîne existe et vous êtes notre plus grande fierté, n'en déplaise à certains. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à envoyer un petit message à quelques personnes qui se reconnaîtront et qui pensent avoir sur moi, sur mon équipe, un quelconque pouvoir d'intimidation, que cela soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, et qui seraient tentés de vouloir museler cette chaîne, votre chaîne. Alors d'abord, c'est bien mal me connaître qu'imaginer un instant qu'il puisse avoir une influence sur moi, mes collaborateurs ou pire sur le choix de mes invités. Mais surtout, au risque de les décevoir, même si nous sommes une petite équipe, nous avons à nos côtés quelques professionnels en matière de droit pénal et de la presse. Certains seraient donc bien inspirés d'aller faire un petit tour du côté de la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, s'ils en doutent, et d'y réfléchir à deux fois avant de nous chatouiller ou d'essayer de nous nuire. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, notre invité ce soir nous fait le plaisir et le grand honneur de revenir nous voir. Il avait explosé les compteurs lors de sa précédente venue, près de 500 000 vues à cette heure. Depuis le début de la crise du Covid, ce chercheur est étonné du décalage toujours plus grand entre les analyses présentées par les médias et les gouvernants en France comme à l'étranger et la réalité chiffrée de la maladie. Depuis le 11 mars 2020, il publie des notes régulières appuyées sur les données épidémiologiques officielles. Il y critique sévèrement la mise en place d'une politique de la peur, je le cite. Il fait le récit dans un nouveau livre intitulé Covid-19, une autre vision de l'épidémie. Eh bien, il y fait le récit de toutes ces incohérences dans la gestion de cette épidémie ainsi que des contradictions et erreurs de nombreux responsables. Ces analyses sont bien entendu toutes documentées, chiffrées, et les sources sont présentées. Alors pour lui, l'épidémie de Covid a montré la faiblesse de nos dirigeants qui ont réagi de façon désordonnée, selon lui disproportionnée, et aurait gravement nui à la confiance générale. Il est épidémiologiste, chercheur à l'INSERM et spécialiste des épidémies de maladies infectieuses. Il a fondé l'IRSAN, Institut de recherche pour la valorisation des données de santé, qui recueille des données provenant de diverses sources et les analyse. Il suit depuis longtemps et en détail les épidémies, notamment de gastroentérite, de bronchiolite et de grippe. Voilà une introduction donc plutôt longue, mais il le méritait. Vous l'avez reconnu, Laurent Toubiana, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci infiniment à vous, je le disais, de revenir. C'est assez rare, mais on est plus qu'honoré. C'était le cas d'ailleurs récemment pour Michel Onfray, qu'on avait également reçu une seconde fois. Alors Laurent Toubiana, je le disais dans cette longue introduction, la dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, vous étiez mon invité pour évoquer bien sûr votre parcours, mais également votre état d'esprit de l'époque. Alors cette fois, je souhaiterais que nous parlions en profondeur donc de ce nouveau livre. Donc on le rappelle, Covid-19, une autre vision de l'épidémie. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Les vérités d'un épidémiologiste paru aux éditions de l'Artilleur. Alors cette fois, donc, je souhaiterais qu'on parle en profondeur de ce livre. J'aimerais, avant d'aborder le fond de ce livre, qu'on revienne avec vous d'abord sur sa genèse, Laurent Toubiana. En effet, en préparant cette émission, j'ai réécouté celle de janvier dernier, dans laquelle vous m'expliquez vouloir vous retirer, au moins temporairement, du débat public et de l'agitation médiatique, je vous vois sourire. Et voilà que vous publiez donc un peu plus de 4 mois plus tard un nouveau livre choc qui fait déjà fortement parler de lui. Alors première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi avoir décidé de publier donc ce nouveau livre et de retourner une fois de plus dans l'arène du débat public? Pourquoi vous infligez de nouveau une telle épreuve? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi là tout de suite. En fait, il y a chez moi probablement une pulsion pas de vérité, parce que je ne détiens pas la vérité, mais simplement l'envie de montrer ce que je vois et ce que je connais. Et c'est plus qu'une envie, c'est un devoir selon moi. Ça fait probablement des années maintenant que c'est la mission d'un chercheur de, bien sûr, de faire des publications académiques, mais aussi de diffuser au plus grand nombre des connaissances qu'il a par devers lui et qu'il a mis en œuvre. Ça, je l'ai toujours fait pour des crises comme celle-ci, mais aussi pour d'autres types d'informations. Donc moi, ça fait des années que je considère que mon métier de chercheur va de
d'aspects extrêmement théoriques à des aspects purement pratiques, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, appliqués. Et donc, ça fait partie de la mission d'un chercheur de diffuser cette information au plus grand nombre. Oui, mais alors j'aimerais, de revenir à ma question, Laurent Toubiana. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler quand même les raisons qui vous avaient amené quand même à envisager de vous retirer du débat public, donc à cette époque? Alors, ma première raison, c'est que c'est épuisant de faire ce job-là. Hein. C'est quelque chose qui est très dur. Surtout quand on ne partage pas forcément l'avis sur toute la doxa. Oui, ça c'est sûr, mais même en dehors de ça, c'est pas. Je viens de rappeler que c'était une partie de mes missions, mais c'est une toute petite partie de la mission. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc, et aussi, j'avais l'impression très souvent de me répéter, et j'avais dit que je me retirais jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, la chose nouvelle, en l'occurrence, c'est que on m'a fait une proposition simplement d'écrire un livre, et je me suis dit voilà, je vais le faire. J'avais beaucoup procrastiné, hein. Je ne voulais pas le faire, j'avais botté en touche, mais là je me suis dit oui, bon, c'est peut-être le moment. J'étais pas sûr de moi, hein, et puis les choses sont arrivées presque spontanément, donc voilà, j'ai laissé. Alors justement, quel est le but de ce nouveau livre? Est-ce que c'est être un lanceur d'alerte? C'est une sorte de chronique pour l'histoire? Alors, sûrement pas un lanceur d'alerte, parce que je n'ai pas la prétention de détenir par devers moi des choses extraordinaires. En revanche, oui, tout au long de cette crise, j'ai essayé de dire attention, il y a autre chose à voir, et donc de mettre un certain nombre de jalons, effectivement, pour prendre date sur un certain nombre de choses, et dès le début, je l'ai fait. Mais j'aimerais quand même aussi, revenir à un point qui avait soulevé pas mal d'indignation de la part des gens qui avaient regardé la première émission, donc Les Incorrectibles, à laquelle vous participiez. Vous expliquiez, c'était en janvier dernier, être victime de menaces, en tout cas de pression. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que ça s'est calmé, Laurent Toubiana? Écoutez, ça s'est évidemment calmé, puisque je réapparais seulement maintenant. Ce que j'ai fait pendant toute cette période de la crise, ça a duré 2 ans, je venais au moment où je ne pouvais plus tenir moi-même, hein, c'est-à-dire où je sentais qu'il fallait que je dise quelque chose de nouveau. Mais je suis venu par toute petite touche, et je repartais, comme je vous l'ai dit la fois dernière. Donc, lorsque j'arrive, évidemment, il y a une forme de réaction, c'est tout à fait normal, et ces réactions sont plutôt dures. Et puis après, j'oublie, moi. Si vous voulez, je ne garde pas en moi ni les menaces, ni même ce qui peut m'arriver. Enfin, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, j'oublie assez facilement les choses. Probablement parce que ces menaces n'étaient pas très graves. Vous les aviez identifiées ou pas Bah oui, elles existent, mais si vous voulez... De la part de qui, vous saviez? Plus ou moins, oui. Si vous voulez, il y a des menaces plus ou moins lourdes. Et puis, il y a des choses qui ne sont même pas des menaces, ce sont des faits. Quand vous voyez, je crois que j'avais évoqué ça, lorsque vous voyez vos contrats ne plus être renouvelés, bah voilà, c'est un fait, c'est tout. C'est une des conséquences. Mais comme je peux le dire maintenant, ma vie professionnelle est plus derrière moi que devant moi. Je n'ai plus de promotion à devoir me battre pour l'avoir, etc. Enfin, c'est triste de dire ça quand même. Pourquoi ? C'est tout de même un aveu quand même on va dire quand même d'un système qui est quand même pour le moins critiquable. Alors, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui, je vais poser ma question différemment, Laurent Toubiana, de penser ou d'avoir des avis divergents, notamment sur le sujet de la gestion de cette crise ? Oui, de toute façon, il est toujours un peu dangereux d'avoir des idées qui ne sont pas les idées majoritaires.
quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on appelle le conformisme, si vous voulez. C'est toujours dangereux d'être à côté. Il est beaucoup plus aisé, si vous voulez, d'être dans la majorité et puis de poursuivre tranquillement son petit chemin. Il y a un aphorisme bien connu, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc oui, c'est quand même beaucoup plus confortable de ne pas sortir du lot, mais ça n'a jamais été mon but dans la vie. Donc voilà, je pense même que pour être heureux, il faut savoir de temps en temps avoir la satisfaction au moins de tenter d'apporter quelque chose au débat. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais mon travail de chercheur est de proposer des choses nouvelles, même si par moment, ça peut être extrêmement divergent avec la doxa, par exemple, ou avec ce que la majorité des gens pensent. C'est le rôle d'un chercheur de faire ça. Alors, Laurent Tubiana, le titre de votre livre, je le rappelle, donc Covid-19, une autre vision de l'épidémie, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, donc aux éditions L'Artilleur. Ce titre, il fait beaucoup penser au titre des ouvrages, notamment publiés par le professeur Perron. Est-ce que c'est un hasard? C'est un choix de votre part? Non, pas du tout. Non. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a émergé à un moment. Je pensais ne pas être seul à dire ce que j'allais dire. Quand j'ai annoncé, lorsque j'ai publié ma première analyse, je pensais que c'était quelque chose de majoritaire et qu'il fallait que tout le monde pensait à peu près la même chose. Et donc c'est en miroir, si vous voulez, avec la réaction que les autres ont eue, que je me suis aperçu qu'en fait, les gens ne pensaient pas comme moi, et pour autant, cette information-là existait, si vous voulez. Elle existait puisque je l'ai donnée, mais elle existait même avant. Pour un épidémiologiste, connaître le déroulement de ce type d'épidémie était quelque chose de presque évident. Donc, ce que j'ai dit me semblait être une évidence. Et donc, voilà, je me suis dit que il ne pouvait pas ne pas le savoir, puisque moi je le savais. Voilà. Mais alors, pardon, quand j'ai cité le professeur Perron, j'avais une petite idée derrière la tête. Bon, vous dites que vous n'attendez plus aucune promotion dans le cadre de l'exercice de votre métier. Néanmoins, est-ce que vous n'avez pas peur, Laurent Tubiana, de subir le même sort que notamment le professeur Perron ou que d'autres, comme Louis Fauché notamment, qui ne peuvent désormais plus exercer leur profession? Oui, la différence entre eux et moi, c'est que leur profession, c'est d'être médecin. Moi, ma profession, c'est d'être chercheur. Ils ne peuvent plus exercer leur métier parce qu'il y a des systèmes de contrôle. Moi, je suis contrôlé en permanence, si vous voulez. Un chercheur est soumis à la surveillance, si vous voulez, au contrôle de ses pairs. Donc, je suis redevable dans ma recherche, devant la communauté scientifique qui évalue mes travaux. Pour l'instant, la communauté scientifique n'a rien dit contre ces travaux-là. En tout cas, jusqu'à présent, il y a des évaluations tous les ans et on ne m'a jamais dit que j'étais un chercheur déviant. Je suis un chercheur comme tout le monde, j'ai des résultats, c'est ce qui est important. Maintenant, je suis titulaire de mon poste. Si vraiment j'avais commis une faute, je le saurais et on me le dirait. Il se trouve que, très bizarrement, je n'ai pas du tout réfléchi à ça, mais j'ai fait partie du conseil scientifique de l'INSERM il y a quelques années. Et je le mettais dans mon CV. Et d'aucuns disaient que j'étais soi-disant quelqu'un qui mentait sur son CV parce que ça n'apparaissait pas sur le site de l'INSERM. Eh bien, je fais une toute petite réclamation à l'INSERM et l'INSERM m'a réintégré dans son histoire, dans sa longue histoire des conseils scientifiques. Et donc, quelque part, s'ils avaient eu quelque chose à me reprocher,
peut-être qu'ils auraient rechigné à le faire. Ils ne l'ont pas fait, je trouve ça très bien, et j'en suis très reconnaissant, justement, à l'INSERM en général, de ne pas, justement, jouer et de laisser ces chercheurs faire leur travail. Alors venons-en, si vous le voulez bien, donc Laurent Toubiana, un instant au traitement médiatique de cette crise. Est-ce que vous avez la sensation qu'on peut encore tout dire, que vous êtes entièrement libre sur ce sujet donc de la Covid-19 plus largement? Vous êtes d'ailleurs très critique dans votre livre sur le rôle des médias dans cette crise. En quoi ont-ils eu un rôle nocif selon vous? Alors vous avez remarqué que je suis critique sur une sorte d'entité que j'appelle les médias, assez floue, mais qu'en aucun cas je suis critique vis-à-vis des journalistes. Les journalistes, ce sont des gens qui m'ont donné la parole et je leur en suis vraiment reconnaissant. Même ceux qui m'ont beaucoup critiqué, je pense que c'est leur rôle de faire ça. Enfin, il y a quand même un conformisme des médias en matière sanitaire, non? Mais bien sûr, les médias ont joué un rôle majeur dans cette crise, puisqu'ils ont été le relais de la voix officielle. Et la voix officielle, c'était de dire qu'il y avait une épidémie qui était monstrueuse. Donc, oui, ils ont fait office de relais, ça c'est d'une part, et d'autre part, un certain nombre de journalistes, c'est très à la mode, on les appelle les fact-checkers, et ces fact-checkers ont des méthodes qui sont les leurs, ok, mais qui sont très 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 critiquables. Et d'ailleurs, je les ai critiqués. Donc, il y a à la fin de mon livre une annexe où je montre les règles, pratiquement un vade-mecum du fact-checker, où à chaque fois qu'il joue finalement une forme de partition, je pointe le truc et voilà, règle numéro 1, c'est en gros ne pas, par exemple, règle numéro 1, ne surtout pas interroger le principal intéressé lorsque quelque chose ne va pas très bien. Non, l'attaquer directement, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est vrai. Mais vous savez que... Et il y a 20 règles comme ça, utilisées dans un seul article. Donc je décortique cet article-là. C'est un article de l'AFP. Un article de l'AFP, ça fait très mal en général, parce que c'est diffusé presque sans... Oui, parce qu'on le dit pour les gens qui nous regardent, étant moi-même journaliste et ayant été dans des notamment médias d'information, c'est que l'AFP inonde tous les médias qui, pour beaucoup, reprennent sans aucun esprit critique pour la voix officielle absolument incontestable, donc les dépêches donc de l'AFP. D'ailleurs, quand on regarde quelques chaînes, parfois au mot près, la dépêche est lue et reprise. Donc, alors, en effet, là, en l'occurrence, dans cet article, c'est un article qui est paru en février, suite à une émission que j'avais faite sur une chaîne, c'était tellement grossier, c'était cousu de fil blanc. Je crois me souvenir de quelle chaîne il s'agissait. Voilà, et donc... si vous voulez, là c'était un article complet que j'ai vu pris in extenso dans d'autres publications, quoi. Alors, on a quand même, malgré tout, l'impression, vous me dites si je me trompe, Laurent Toubiana, depuis quelques mois, qu'il y a une certaine accalmie sur ce sujet, que la censure diminue. Est-ce que c'est également votre avis ou pas du tout ? Je n'en sais rien. L'accalmie vient du fait que c'est un point qui est moins un point de focalisation. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu l'élection présidentielle, évidemment. Donc il y a eu d'autres guerres, si vous voulez, d'autres guerres qui sont intervenues, et ce sujet-là a pris un peu de recul par rapport aux autres. Et puis il y a eu les élections, c'est quelque chose qui... mais et effectivement, lorsqu'on se balade dans la rue, on voit plus, les gens ont l'air heureux, ils sont serrés les uns contre les autres aux terrasses de café. Tout se passe comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, cette faculté à l'oubli m'interpelle quelque part. La capacité justement à cette adaptation rapide. C'est plutôt bien ça, entre guillemets. Eh bien c'est bien et pas si bien que ça, parce que ça peut être adapté, on peut s'adapter à quelque chose. Alors je pense que les gens, on avait tellement
marre envie de retrouver ces délires. Avait envie de ça, évidemment, mais il y a une forme d'insouciance, sachant que déjà, on commence à entendre dans le fin fond, on commence à entendre des petits bruits, et non pas des bruits de bottes, mais des petits signes. Et si vous voulez, ces petits signes semblent être le tout début de la reprise du scénario habituel des fameuses vagues comme ça. Donc, nous sommes là, à l'heure actuelle, dans une période d'accalmie. Il se trouve que très précisément, l'incidence des malades à l'heure actuelle est à peu près la même que celle qu'elle était de l'incidence au pire moment de la fameuse deuxième vague. C'est-à-dire que le nombre de malades par semaine ramené à la population, alors que là tout le monde est tranquille, à l'époque en question, on nous mettait un confinement. Et ça a été l'un des confinements les plus durs parmi les deux et qui a été suivi d'un couvre-feu qui a duré jusqu'en juin 2021. Donc vous voyez, sur la base des mêmes chiffres, quelque part, la différence de comportement qu'il peut y avoir, de comportement des autorités sanitaires. Alors Laurent Toubiana, on va bien sûr entrer dans le vif du détail de votre livre dans un instant. J'aimerais juste tout d'abord clore pour cette entrée en matière un petit peu cette question du traitement médiatique et de manière générale, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur le fait peut-être que ces médias dits alternatifs, comme notamment cette chaîne, prêtent une oreille attentive à vos écrits et vous donnent peut-être plus la parole que les médias mainstream. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, je ne pourrais pas m'empêcher de vous demander aussi votre avis, puisque nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Je vous demanderai également votre avis sur le rachat de Twitter par Elon Musk. Donc d'abord, pourquoi les médias alternatifs semblent vous donnez plus la parole que les médias dits mainstream? Alors, d'abord, tous les médias alternatifs ne me donnent pas plus la parole. D'accord. Déjà, certains médias alternatifs me donnent la parole, comme certaines chaînes me donnent la parole. Il se trouve que ce sont des chaînes qui ont résolument eu envie de... Il n'y a jamais eu de mea culpa de la part de journalistes ou de chaînes qui vous avaient quand même traité, on va pointer personne du doigt, mais en tout cas, il y avait quand même, moi j'avais assisté à des interviews de vous qui étaient on peut le dire, d'une violence, pour ne pas dire plus. C'est drôle parce que je les oublie, mais non, il n'y a pas eu de mea culpa. En tout cas, la partie pris. Pour l'instant, c'est trop chaud, si vous voulez. Il y a pas, les gens n'ont pas encore pris le recul. On est encore, de mon point de vue, rien ne nous dit que ça s'arrêtera, cette crise-là s'arrêtera rapidement. Rien ne nous le dit. Et je ne ferai pas de pronostic là-dessus. Rien ne nous dit non plus une nouvelle épidémie ou un nouveau truc n'arrivera pas. Tout est possible, si vous voulez. On a appris au cours de cette crise que tout était possible. Même les pronostics les plus fous, pour moi, enfermer les gens, c'était n'importe quoi. Et vouloir vacciner toute la population, c'est aussi n'importe quoi. Donc, pour moi, l'incroyable est arrivé. Mais je ne peux pas dire, je suis pas Madame Soleil ou Madame Irma ou je ne sais trop quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Sur Twitter, un petit mot, je le disais, donc là en tout cas il y a une grosse surprise, hein. Elon Musk qui rachète donc Twitter. Oui, Elon Musk, c'est une... il veut faire en tout cas de la liberté d'expression son cheval de bataille, donc c'est plutôt une bonne nouvelle ou il y en a beaucoup qui s'en inquiètent? On peut toujours dire ça. Moi, je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Elon Musk, c'est très bien qu'il fasse ça. Je pense que
c'est quand même une figure extraordinaire, ce gars-là. C'est une sorte de héros incroyable, etc. C'est presque un cartoon, Elon Musk. Et donc, lui, de mon point de vue, je le vois comme ça. Je vous réponds à brûle pour point. J'ai pas du tout réfléchi à ça. Mais c'est quelqu'un qui roule pour lui, peut-être en Tesla, mais et il roule pour ce personnage extraordinaire. Et donc, oui, le cheval blanc... En tout cas, là, il dit qu'il roule pour la liberté d'expression. Oui, alors, il y a ça, on peut qui toujours s'en le dire. offusquent. Parce que justement, c'est d'ailleurs étonnant de voir que ceux qui revendiquent à longueur de temps la liberté d'expression, tout d'un coup, ils trouveraient des limites. Non, je suis absolument d'accord avec vous, mais j'essaye aussi d'égratigner un tout petit peu, égratigner aussi... le mythe. Oui, le mythe. Mais bien sûr, effectivement, ça va de soi, quelqu'un qui dit « je vais défendre la liberté d'expression », on va pas dire « non, c'est mal ». Écoutez, non, on va pas dire ça. Mais en revanche... il y a aussi de la pub pour lui-même, de l'auto-satisfaction, que ça passe par là, tant mieux pour nous. C'est très bien. Voilà ce que je dis. On va voir ce qui se passe. Vous avez un compte Twitter ou pas? Non. Si, j'en ai eu. Alors, je suis un geek, en fait. Ah. Oui. J'ai dû avoir l'un des tout premiers comptes Twitter, probablement l'un des tout premiers comptes Facebook. C'est mon truc. Je regarde comment ça marche. Sous votre vrai nom? Oui. Oui, d'accord. Oui. Ah non, peut-être pas. J'ai dû avoir... Pour Twitter, j'avais dû prendre à l'époque un pseudo. Et puis... Bon, écoutez, ça prend du temps, j'ai autre chose à faire, voilà. J'ai regardé comment ça fonctionnait au moment où c'est sorti, il y a très très longtemps, et voilà, je me suis arrêté là. Mais ce sont des gens superbes, ce qu'ils réussissent à faire avec ça. Combien il l'a acheté, dites-moi? Près de 44 milliards voilà, que de dollars. Ouais. on a du mal à imaginer 44 milliards, ce que ça peut faire, sachant qu'on sait quand même que la crise, selon le président de la République, nouvellement élu, a coûté 600 milliards d'euros. C'est lui qui le dit, mais je pense qu'il se trompe. Mais en réalité, c'est plutôt de l'ordre de 450 milliards. C'est énorme. Quand on réfléchit à ce que c'est pour chacun d'entre nous, un simple petit calcul, il y a 25 millions d'actifs en France, ça fait environ 20 000 euros par personne. Voilà ce que nous a coûté la crise. En tout cas, il avait donc, lors du débat présidentiel de second tour, indiqué que sur les 600 milliards de dettes, il y en avait une bonne partie qui était due, évidemment, à la gestion de la crise. Donc, ces chiffres, voilà, vous les contestez pas, voilà. Non, je les conteste pas, mais c'est énorme. Ouais. C'est ça qu'il faut... Si vous voulez... il faut quand même essayer de voir les ordres de grandeur. Non, c'est ça, parce que quand on vous dit 600 milliards... ou 450 milliards, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il faut ramener ça à son échelle. C'est ça qui est important. Et regardez en gros les ordres de grandeur. Ce que je veux dire ici, c'est que cette crise a coûté un fric de dingue, comme d'aucuns le disent. C'est un truc incroyable. Donc, il faut savoir que c'est chacun d'entre nous. C'est pas de l'argent magique. Ça ne vient pas du ciel. C'est quelque chose qu'il faudra à un moment ou à un autre rembourser. Je pense que nous le remboursons déjà. Vous étiez content, en tout cas, de voir Emmanuel Macron réélu, ou est-ce que ça vous a d'abord surpris? Et à titre personnel, bon, vous avez peut-être un devoir de réserve, mais voilà, vous auriez souhaité qu'il y ait une inflexion sur un plan de gestion de cette crise, finalement... Moi, ça m'a étonné comme tout le reste, si vous voulez. Ça m'a étonné, mais en même temps, c'est un étonnement sans l'être vraiment, puisque D'ailleurs, c'est assez intéressant, vous qui êtes un épris des chiffres, puisqu'il a été élu, tout le monde ne cesse de le dire, bien sûr, victoire absolument incontestable et indiscutable à 58% des voix, mais 58% des voix exprimées. Et quand on regarde dans le détail des chiffres, c'est assez intéressant. Bon, c'est évidemment la France Insoumise et d'autres, évidemment, partis qui l'ont relevé. Si on regarde bien dans le détail, il a été élu par un peu plus de 30% des inscrits. Ce qui est quand même, voilà, assez... alors, ça ne relève en rien, évidemment, n'enlève en rien, bien sûr, de la légitimité qu'il a. Mais en tout cas, ça peut interpeller quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu près de
30 millions de personnes qui n'ont de facto pas voté pour Emmanuel Macron. Voilà. Oui, vous voyez, vous êtes en train de faire une belle démonstration là en ce moment. Il y a eu 18 millions donc d'électeurs qui ont voté Emmanuel Macron, 13 millions, si je ne me trompe, qui ont voté donc Marine Le Pen. Et si on rassemble donc tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron, c'est-à-dire les électeurs du Rassemblement national et tous les autres qui se sont abstenus ou qui n'ont pas voté donc pour lui ou voté blanc, ça fait près de 30 millions d'électeurs. Oui. Et moi, je vais vous répondre autrement. Ça pose pas un problème quand même? Alors, certainement, mais je n'ai pas envie de vous répondre là-dessus, et c'est mon droit. Ouais, en revanche, je vais... Non, mais je ne parle pas sur un plan politique, ça pourrait être un autre candidat, je dirais exactement la même chose. Mais vous venez de pointer du doigt quelque chose. Vous êtes en train de dire, ce que j'ai écrit d'ailleurs dans ce livre, c'est que cette épidémie a été aussi une épidémie de chiffres, une épidémie d'indicateurs, utilisés n'importe comment. D'ailleurs, dans le livre, si vous voulez, je fais une longue partie pour expliquer ce qu'est l'épidémie, quelles sont les méthodes de ce qu'est l'épidémiologie, les méthodes de l'épidémiologie, quels sont les outils qu'on utilise en général et ce que l'on aurait dû donner aux gens. Et là, vous venez quelque part de faire la démonstration de ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire que la recherche du dénominateur, c'est-à-dire qu'en ce moment, le dénominateur que vous donnez, c'est le nombre d'inscrits, etc. Et vous voyez que simplement en changeant le dénominateur, vous avez une vision différente de l'événement, qui est là un événement électoral. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les épidémies. Vous pouvez interpréter, et selon le chiffre que vous allez donner, vous allez pouvoir faire plus ou moins peur aux populations. Lorsque on utilise finalement des incidences, c'est-à-dire vraiment l'outil qu'on utilise en épidémiologie, lorsqu'on les ramène à la population, on s'aperçoit que les chiffres sont tout à fait standards et en plus, ça nous permet de les comparer avec d'autres épidémies. Et c'est une des choses que je montre dans ce livre et surtout, je compare avec d'autres épidémies qui, elles, sont censées être bénigne, censé être mineur. Eh bien, c'est exactement ce que je montre là. Et ce que je montre aussi, c'est que les mesures mises en place n'avaient aucune justification par rapport à l'épidémie elle-même. Alors justement, ce livre, donc Laurent Toubiana, paru, donc on le rappelle, il y a quelques jours seulement, est sous-titré, je le montre donc à l'image, sur le bandeau donc posé par votre éditeur, je cite, « Les vérités d'un épidémiologiste ». Alors ça m'amène à vous poser des questions sur justement ce regard particulier, spécifique que peut avoir un épidémiologiste sur cette épidémie, l'apport spécifique donc que vous pouvez, vous, donc en cette qualité avoir. En somme, en quoi le regard d'un épidémiologiste est différent ou peut-être différent de celui d'un médecin ou d'un spécialiste en virologie? Ah oui, d'accord. D'abord, j'aimerais vous dire une chose. Les épidémiologistes ayant travaillé sur les maladies transmissibles comme ça, en France, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est la première chose à savoir. On a vu émerger au cours de cette crise énormément de gens qui s'étiquetaient épidémiologistes, super spécialistes de ci ou de ça. Ah, les médecins de plateau, ça, on les a vus. Vous voyez, vous êtes en train de me dire les médecins de plateau. Un épidémiologiste n'est pas nécessairement un médecin. Ouais. Et un médecin n'est pas nécessairement un épidémiologiste. Ce sont deux choses bien différentes. Et bien sûr, la blouse blanche, quelle qu'elle soit, l'habit ne fait pas le moine, mais si, en réalité, lorsque vous revêtez une blouse blanche, vous avez une autorité. Justement, en parlant de blouse blanche, pardon, vous voyez forcément à qui je fais allusion, peut-être à qui vous faites allusion. Non. En quoi, justement, vous allez voir, en quoi votre regard, votre rapport est-il différent de celui, par exemple, au hasard, d'un Didier Raoult, pour ne citer que lui, par exemple? Lui, il est en blouse blanche toujours. On le voit à son bureau. Il est en blouse blanche à Marseille. Parce que c'est un médecin, et en plus c'est un chercheur. Lui, il a cette double casquette. Et spécialiste. Il est
praticien hospitalier et il est en plus chercheur, et puis en plus il dirige l'IHU. Donc, il est tout, quoi. C'est ce qu'on appelle un mandarin, si vous voulez, c'est un ponte. Donc c'est quelqu'un d'éminemment Vous avez le plus grand respect donc pour lui, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Bien vous sûr, le connaissez personnellement? Oui, je l'ai rencontré très récemment à l'IHU justement, et bien sûr que j'ai le plus grand respect pour lui, parce que je ne connais pas très précisément son domaine de recherche, je le connais parce que tout le monde le connaît maintenant, mais je ne suis pas un spécialiste de son domaine. Lui s'est d'ailleurs exprimé sur son domaine d'expertise. Alors, c'est pas parce qu'on s'exprime on le sur... rappelle, donc, son domaine d'expertise, est-ce que vous pouvez le rappeler? bien, c'est un infectiologue, son domaine, il est... Non, mais parce que pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas spécialistes comme vous, la différence entre infectiologue, épidémiologiste... ça n'a rien à voir. Je sais, justement, c'est pour ça. J'aimerais bien que vous expliquiez de manière claire la différence dans le cas de cette crise. C'est un virologue, en fait. Il étudie... Non, alors, pardon, vous me parlez à moi, virologue, épidémiologiste. Vous voyez, je vais être honnête, en fait, je l'aperçois, mais pas si vous voulez, extrêmement clairement. C'est quelqu'un comme énormément de chercheurs étudient, sont plutôt des biologistes, si vous voulez. Un épidémiologiste, c'est pas du tout un biologiste. Il ne regarde pas... un épidémiologiste précisément? Un épidémiologiste, c'est quelqu'un qui a une vision globale dans les populations, de la santé des populations. Et l'épidémiologie, c'est extrêmement vaste. Il y a bien sûr les épidémies de maladies transmissibles dont on est en train de parler. Et la crise du Covid, c'est essentiellement ça, des maladies infectieuses transmissibles. Mais il existe beaucoup d'autres types de travaux d'épidémiologistes. Mais quelles sont justement ces vérités dont vous parlez qu'un épidémiologiste peut saisir alors que quelqu'un qui ne serait pas du métier, ne pourrait pas saisir? Eh bien, c'est comme dans tout métier, il y a des choses, des méthodes pour lesquelles on est expert. Et on ne peut pas s'amuser à se propulser, je ne sais pas, mécanicien quand on n'a jamais fait de mécanique. Voilà, c'est simplement qu'il y a un certain nombre de méthodes, de connaissances. Moi, j'ai étudié, je travaille dans le domaine depuis 30 ans, donc j'ai effectivement, depuis 30 ans, accumulé un certain nombre de connaissances sur la dynamique des épidémies, ce qui m'a permis avec des méthodes presque, entre guillemets, par automatisme, moi, dès le début, je suis allé chercher les données là où elles se trouvaient, je les ai regardées immédiatement, j'ai essayé de quantifier... Martin Blachier, par exemple, il exerce le même métier que vous, il est épidémiologiste aussi? Je n'ai pas étudié le personnage, mais je pense pas qu'on joue exactement dans la même cour. Voilà. C'est pour le petit tac. Non, c'est pas ça. Mais Martin Blachier, je pense que c'est plus un entrepreneur, non? Il fait du data mining ou des trucs comme ça. Mais il est également médecin. Médecin, ça veut pas dire épidémiologiste. Il n'est pas qu'entrepreneur, il doit être également mais il me semble qu'il il fait de la santé publique. Voilà, médecin en santé publique, c'est ça. Voilà, alors mais je ne le connais pas spécialement. J'ai dû le rencontrer une fois sur un plateau. En tout cas, est-ce que les politiques publiques devraient, selon vous, Laurent Toubiana, davantage s'appuyer sur les recommandations ou les projections des épidémiologistes? Ils s'appuient sur des projections d'épidémiologistes. Suffisamment, selon vous? Mais pas les bons. Alors, t'es sûr que vous avez... Pourtant, attendez, c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'il y avait des épidémiologistes, dites-moi si je me trompe, au sein du fameux conseil scientifique mis en place par Emmanuel Macron pour le conseiller donc sur les décisions à prendre pour gérer cette crise. Voilà, dites-nous, c'était qui? Alors, qu'est-ce que vous en pensiez? Il faut quand même dire que je plaisante en disant pas les bons. Moi, je ne. Il y a toujours une petite part de vérité dans les plaisanteries. Alors, disons que je connais bien. Alors, d'abord, nous ne sommes pas très nombreux.
Il y en a combien, voilà, d'épidémiologistes comme vous, à votre niveau? Je ne pourrais pas le quantifier comme ça, mais c'est quelque chose d'infiniment faible. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont vraiment intervenus pendant cette épidémie, des épidémiologistes qui sont intervenus, viennent à peu près tous du même endroit. C'est-à-dire à peu près tous de la même unité où nous étions à peu près tous réunis. Je vais le citer, c'est une unité qui avait été fondée par Alain-Jacques Valeron, qui est un académicien très connu. Et en gros, nous sommes tous des enfants de ce personnage qui a monté, en l'occurrence, le réseau Sentinelle. C'est au sein de son unité que le réseau Sentinelle a été mis en place. Donc c'est une idée de lui, initialement. Ensuite, il y a eu, au fur et à mesure des générations, il y a eu tout un tas d'épidémiologistes qui sont sortis de là, et parmi lesquels il y avait ce qu'on appelle des modélisateurs, et les gens qui sont intervenus assez souvent pendant cette crise sont des modélisateurs, sont des gens qui ont dit, bien, il y aura peut-être 500 000 morts, par exemple. Non, mais alors justement, le rôle des épidémiologistes, est-ce qu'il n'est pas parfois néfaste également? Est-ce qu'ils ne sont pas par nature poussés justement à être catastrophistes dans la mesure où justement, s'ils ne le sont pas, personne ne les écoutera, quoi? Eh bien, écoutez, c'est pas aussi caricatural que ça, mais en effet... Il y avait un célèbre épidémiologiste, vous me dites si je me trompe, britannique, Neil Ferguson, oui, qui avait prédit des millions de morts et qui avait suscité la panique parmi les dirigeants occidentaux. Exact. C'est quoi votre avis sur ce monsieur, par exemple? Sur lui en particulier, je vais essayer d'être sous l'influence de conflits d'intérêts. C'était le cas selon vous? Oui, il y a peut-être ça, mais au-delà du conflit d'intérêts, vous savez, les conflits d'intérêts, c'est pas forcément... Il y en a d'ailleurs, c'est quelque chose de présent parmi les épidémiologistes. Est-ce que c'est un domaine de la science médicale qui échappe à ces conflits d'intérêts ou pas? Sûrement pas, et je vais vous dire, le conflit d'intérêts... Vous n'en avez pas, rassurez-nous. Non, je n'en ai pas. Et je vais vous dire, quelque part, quand je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit ou de me taire parce que j'ai une crainte pour mon avenir, eh bien, le fait de ne plus avoir de crainte, ça me défait d'un conflit d'intérêts, puisque le conflit d'intérêts, c'est pas uniquement de la corruption sonnante et trébuchante. Le conflit d'intérêts est un peu partout. Si vous voulez, lorsque les retours d'ascenseur, les médailles, un tas de choses, les promotions, tout ça, c'est du conflit d'intérêts très doux. Au-delà du conflit d'intérêts, il existe aussi ce qu'on peut appeler tout bêtement l'hubris. Lorsqu'on est quelqu'un qui a de la connaissance apporte un certain pouvoir. Ce pouvoir, parfois, ça génère des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, c'est très bien, mais lorsqu'on lance des alertes un peu trop fortes, eh bien, ça peut dériver, si vous voulez, vers une forme d'autosatisfaction, si vous voulez, et quelque part, ça dérive énormément. Et donc, sans craindre grand-chose. Parce que lorsque vous annoncez une catastrophe, même si la catastrophe n'arrive pas, on ne vous dira jamais que c'était mal, parce que, au contraire, vous avez averti, donc on a pu mettre en place des mesures, et donc vous pouvez même dire que c'est grâce à vous que l'événement n'est pas arrivé. Vous voyez, c'est une forme de piège. Et donc, le lanceur d'alerte, comme ça, a tout intérêt à être parfois catastrophique. Et je dis même plus, il y a une forme de préparation des esprits à une catastrophe qui pourrait arriver. Je ne sais pas si j'en avais parlé la fois dernière, mais quelque part, l'épidémie de H1N1 avait déjà révélé cette propension, si vous voulez, à avoir un désir d'épidémie. Et donc, c'est
c'est quelque chose qui a été dénoncé dans un rapport du Sénat, un rapport parlementaire, où justement on pointait du doigt ce type de comportement qui consistait à dire « Ah bah oui, il va y avoir… on a préparé les esprits à ça ». Et donc ça, ce rapport est tout à fait lisible, hein, et je le décris assez longuement dans mon livre. Alors justement, je voudrais maintenant, cher Laurent Toubiana, revenir avec vous sur ce qui constitue le fond de votre livre, à savoir la gestion de cette épidémie de Covid-19 qui a commencé, on le rappelle, il y a maintenant un peu plus de 2 années. On voit que dans ce livre, vous avez mûri votre pensée et votre réflexion sur ce sujet en approfondissant vos sorties médiatiques et vos écrits publiés pendant ces 2 années. Alors tout d'abord, j'ai envie de prendre avec vous un peu de recul et de vous demander quelles sont les spécificités de cette épidémie de Covid-19 par rapport à d'autres épidémies. Car dans votre livre, vous expliquez que cette épidémie, elle n'est pas particulièrement différente des autres dans l'histoire. Oui, alors, elle n'est pas particulièrement différente. C'est loin d'être, selon vous, la pire épidémie de l'histoire et même des temps modernes. Oui, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'une épidémie ? Il faut déjà revenir un petit peu à la base, hein. Une épidémie, c'est essentiellement, ce sont des gens malades en nombre suffisamment excessif pour qu'on commence à s'inquiéter. On peut rappeler les grandes épidémies de l'histoire de l'humanité, plus particulièrement de l'Europe d'ailleurs, leur spécificité. On pense à la peste noire. Oui, la peste noire, c'est presque un fantasme. C'est incomparable avec la Covid-19, ça ? Rien à voir, rien à voir. C'est... D'abord, les populations n'étaient pas du tout les mêmes. C'était au XIIIe siècle, donc c'est XIIIe, XIVe siècle. Donc c'est très très vieux. On n'a que quelques réminiscences de ça, mais il est vrai que dans la mémoire collective, lorsqu'on vous parle d'épidémie, c'est la peste noire qui revient, parce qu'effectivement, ça avait été une hécatombe. Il y avait eu, on estime, à près de 25% de la population européenne morte. Donc c'est beaucoup. Maintenant, vous faire l'histoire des épidémies là maintenant, ce serait un peu compliqué, mais on peut revenir à une autre épidémie qui a beaucoup frappé les esprits, c'était la fameuse grippe espagnole. Cette grippe espagnole nous a été brandie en épouvantail dès le tout début de cette épidémie-ci. Et quand je disais on prépare les esprits à ça, c'est que quelque part, on a toujours une peur, c'est une peur profonde au fond de chacun des êtres. Le souvenir, même si c'est un souvenir très lointain, presque fantasmé, d'une hécatombe comme ça, est inscrit profondément dans chacun de nous. Donc, lorsqu'on brandit le spectre de la dernière grande épidémie de grippe, qui était celle-ci, on omet de dire que toute la population à ce moment-là était dans un état extrêmement délabré. Il y avait eu, et c'est à ça qu'il faut surtout réfléchir, c'est que on sortait d'une guerre, on était encore c'était la fin de la guerre, et donc les populations étaient affaiblies dans un état de faiblesse, et donc cet état de faiblesse est propice à l'émergence des épidémies. Alors d'autres épidémies se sont produites, et généralement les grandes épidémies ou les épidémies se produisent plutôt dans les lieux où les populations ont un niveau d'hygiène relativement faible, les populations pauvres d'une manière générale. Voilà, c'est ça. Ce sont des facteurs. Laurent Toubiana, mais vous qualifiez quand même dans votre livre l'épidémie de Covid-19 d'épidémie mineure. Est-ce que c'est pas quand même un peu insultant pour les milliers de morts de cette maladie qui sont indéniables ? Alors, il y a eu des morts, mais encore faut-il savoir quelles morts il y a eu. Pensez-vous que le nombre annoncé de morts, donc estimé à 6,23 millions dans le monde et 142 000 en France, est surestimé, Laurent Toubiana ? Sûrement pas, mais c'est pas encore une fois, ce n'est pas un nombre absolu qu'il faut prendre. Ce sont des nombres rapportés aux populations. En France, il y a 1% de la population qui meurt
tous les ans. 1% de la population, ça fait 670 000 morts. Ah, puisqu'on est 67 millions. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des nombres considérables et personne s'émeut particulièrement qu'il y ait autant de morts. Et tout le monde trouve ça normal. Nous sommes des êtres vivants et donc ces êtres vivants, au bout d'un moment, meurent. Dans le livre, Vous expliquez que la surmortalité de l'année 2020 a été largement surestimée. Pourquoi ? Alors, elle n'a pas été surestimée, la surmortalité est extrêmement faible. Personne n'a fait très peu de gens ont fait ce calcul. Nous l'avons fait, nous l'avons publié. On a eu toutes les difficultés à le faire d'ailleurs, mais on l'a estimé à moins de 4% pour une partie infime de la population, c'est-à-dire moins de 20% de la population a eu une surmortalité de 4%. Ça veut dire que 80% de la population, les plus jeunes, les moins de 65 ans, les plus jeunes c'est les moins de 65 ans hein, quand même, n'ont pas eu de surmortalité. Et pourquoi je parle de surmortalité ? Parce qu'il est toujours difficile de savoir de quoi meurt quelqu'un. Quelqu'un pouvait mourir bien sûr directement du virus en question ou mourir d'autres raisons, mais ayant ce virus en lui. Et donc tout ça, ça a été qualifié comme étant mort du Covid. Sur ces gens qui ont été tamponnés, si j'ose dire, étiquetés, morts du Covid parce qu'ils étaient donc en effet porteurs du virus et ils ne seraient pas morts directement donc de la Covid. Donc pour éviter ce biais de qualification, ce que l'on fait, c'est qu'au moment du passage d'un événement sanitaire, on calcule la surmortalité toute cause. C'est-à-dire que peu importe de quoi vous mourrez, mais au moment du passage de l'événement, alors vous avez plus de morts. D'accord ? Eh bien, c'est ça que nous avons estimé. Lorsqu'on nous a dit il y aura 500 000 morts, c'est 500 000 morts supplémentaires par rapport aux morts habituelles. Donc c'était quelque chose de monstrueux puisque c'était presque plus 80%. Au final, il n'y a eu que 4% de plus. Et seulement 4% pour une toute petite partie de la population. L'immense majorité de la population, 80% de la population, elle n'a connu aucune surmortalité. C'est la raison pour laquelle que je dis que du point de vue de la mortalité, c'est une épidémie faible, mais pas uniquement. Du point de vue du nombre de malades, c'est aussi une épidémie mineure. En réalité, lorsqu'on compare les épidémies, les fameuses vagues du Covid, le pic maximum atteint par les différentes vaguelettes du Covid, au maximum ça a été 140 cas par semaine pour 100 000 habitants. Lorsqu'on regarde la moyenne des pics des épidémies de grippe, c'est 600 cas pour 100 000 habitants. Vous voyez, il y a quand même... la différence est énorme. Et certaines épidémies vont bien au-delà de grippe. Et pourtant, on n'en fait pas une... Comment vous expliquez que cette épidémie, elle soit décrite par les médias, comme par notre président de la République d'ailleurs, comme la pire depuis la grippe espagnole de 1917 ? Ça, c'est une fake news. Voilà, je vous le dis. La pire, disons que ce qu'il y a de pire, c'est la manière dont ça a été traité. Ça, oui, ça a été vraiment une catastrophe. Mais l'épidémie elle-même, je vois pas, il faudrait que les gens me disent en quoi c'est pire. Alors, c'est ni pire en termes de malades, ni pire en termes de morts, et même pas en termes de saturation des hôpitaux, puisque il y a eu un rapport de la TIH qui a été très vite enterré, mais qui nous montrait, et la TIH, c'est une émanation alors la TIH, c'est l'agence technique pour l'activité hospitalière, en gros. Donc c'est une agence qui recueille l'ensemble de l'activité des hôpitaux en France et qui fait des analyses. Ce sont des épidémiologistes, des statisticiens, si vous voulez. Et ils ont donné un rapport sur l'année 2020. Et sur l'année 2020, l'activité de l'hôpital
dédiés au Covid représentaient 2%. En termes de séjour, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est un tout petit peu plus la longueur des séjours. C'est-à-dire que les gens étaient restés, quand ils entraient pour Covid, ils restaient un peu plus longtemps qu'habituellement, mais c'est presque rien, si vous voulez. Donc 2%, ça c'est l'activité liée au Covid. Et pendant les crises du Covid, l'activité hospitalière a été divisée par 2. Donc, si vous voulez, on est face à des chiffres sur lesquels les politiques se sont appuyés, les autorités se sont appuyées pour mettre en place des mesures extravagantes, et pour autant, ces chiffres sont extrêmement faibles. Vous pensez, Laurent Toubiana, plus largement que les statistiques sur la Covid-19 ont fait l'objet de manipulations ? En tout cas, il y a eu une manipulation terrible. C'est celle qui a consisté à partir... Moi, je considère, si vous voulez, je vais revenir un petit peu, qu'il y a eu une phase dite de sidération. Cette phase de sidération, c'est la première partie. C'est intéressant, justement. Mais après, Eh ben non, allons-y. Dans votre livre, vous faites justement, j'allais y venir, 2 distinctions importantes. D'une part, vous distinguez une phase de sidération. Alors, pour les gens qui nous écoutent, elle dure jusqu'en juillet 2020, d'une phase de terreur. Et d'autre part, vous distinguez l'épidémie de la crise qu'elle a entraînée. Alors, vous expliquez que l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 n'a au fond aucun rapport avec l'ampleur de la crise qui en a résulté, notamment d'un point de vue politique. Est-ce que vous pouvez nous préciser cette idée? Oui, mais je répondrai quand même à votre question. Oui. C'est pas pour autant que je l'ai oublié. Je vais essayer d'y répondre en répondant à celle-ci. En effet, la première partie, la partie où moi j'avais annoncé que ce serait pas bien grave, c'est une partie qui dure à peu près de début mars 2020. C'est le moment où on a eu à juillet 2020 toujours. Donc ça représente à peu près 4 mois. Il y a eu une phase d'à peu près 2 mois pendant lesquels nous étions en phase épidémique, et puis après il y a eu un relâchement. Cette première phase, je l'ai appelée phase de sidération. Sidération parce que tout le monde a été un peu surpris par l'émergence de ce phénomène, à tout point de vue. Et donc la panique a été généralisée. Or, moi je disais à ce moment-là, les gars, il ne faut pas paniquer, ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours une tendance à paniquer au moment où on voit effectivement la courbe des cas augmenter d'une manière exponentielle. Ça arrive tout le temps. Depuis des années et des années, les hôpitaux chargés, etc., ça arrive tout le temps. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait que 2%. Ça ne veut pas dire que dans certains services hospitaliers, il n'y avait pas une saturation. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les services n'étaient pas tous saturés comme ça. Loin de là. Il y avait certains services, et comme par hasard, rôle des médias, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, arrive juste dans ces services-là, parce qu'effectivement, les médecins sont débordés et ils tirent la sonnette d'alarme. Ils le font systématiquement. Les médecins et les professionnels de santé, ils le font systématiquement parce qu'effectivement, il y a une surcharge de travail à ce moment-là. Dans certains services, pas tous les services. Maintenant, cette phase donc de sidération, c'est la phase où il y a eu une panique et les autorités ont mis en place une mesure qui n'avait jamais été mise en place jusqu'à présent, c'est le confinement. On ne va pas revenir là-dessus, mais au bout d'un certain temps, l'épidémie a vécu ce qu'on appelle sa dynamique naturelle, son histoire naturelle, et est revenue à une phase très basse. Dès le 11 mai, je crois, il y avait presque plus de cas de Covid. Et puis après, on a eu une phase de relaxation où il y a eu des manifestations dans les rues, souvenez-vous, les fêtes de la musique, etc., etc. Il n'y a pas eu de vague à ce moment-là, alors que tout le monde était dans la liesse la plus totale, embrassade et compagnie. Bien sûr, il n'y avait pas de masque à cette époque. Ça, c'est la première phase de sidération. Et ensuite, il y a eu une phase dite, pour moi, de la terreur. Et cette phase n'est toujours pas terminée. Elle dure depuis, donc... Elle dure depuis ce moment-là. Et quel est, de mon point de vue, le déclencheur de cette phase de terreur? C'est, quelque part, l'utilisation dévoyée des tests. Des tests PCR, les fameux tests PCR.
Ces tests PCR, et c'est là qu'il y a eu, et je reviens à votre question initiale sur la manipulation, finalement, ces tests PCR nous disaient quoi? Nous disaient que dans la population, une partie de cette population avait des traces d'un virus. C'est ça ce que fait le test PCR. Lorsqu'on généralise ces tests, lorsqu'on dit on va tester massivement, un nombre très important de tests positifs remonte. Mais ce nombre de tests positifs qui remontent ne veut pas dire que pour autant que le pourcentage des gens est très important. Il dit simplement, plus on teste, plus on cherche, plus on trouve. Et donc, plus on cherche, plus on trouve des cas positifs. Et là arrive finalement un glissement sémantique. Pour le commun des mortels, un cas est un malade. Or là, un cas n'était pas un malade, un cas était simplement quelqu'un qui portait une trace, qui était positif à un test, qui portait une trace du virus. Et là, c'est une confusion majeure, parce que lorsqu'on vous annonce tous les soirs, ou très souvent, attention, le nombre de cas augmente, dans la tête des gens, ce sont des cas de malades, mais en réalité, ce ne sont pas des cas de malades. Et lorsqu'on se réfère au vrai système d'information qui, depuis tout le temps, depuis 40 ans, regarde les épidémies, eh bien, quand on regarde ces systèmes d'information-là, ces systèmes de détection, ces observatoires, eh bien, on s'aperçoit que le nombre de malades est très faible en réalité. Donc, d'une part, on vous annonce des nombres de cas phénoménaux, donc on fait très peur aux populations. Quand vous dites et d'autres annonce, c'est qui les acteurs, les gens qui ont, selon vous, transformé cette épidémie, qui auraient, selon vous, transformé cette épidémie en crise majeure? C'est l'ensemble du système. Alors, il y a eu plusieurs choses. Alors, ça, c'est un des aspects. Moi, je vous explique. C'est quoi la responsabilité d'Emmanuel Macron, par exemple, dans cette crise? Non, mais allons-y. J'ai du mal à déterminer qui sont, mais lui, à la limite, il est responsable de tout. En tant que chef de l'État, c'est lui qui... Chef des armées, puisque c'était une guerre, on le rappelle. Oui, il est chef de l'armée, il y a un conseil dont on ne sait pas, assez opaque, voilà. Donc quelque part, il est responsable de ça. Il porte la responsabilité. Oui, comme un conseil de défense, c'est ça. Ils appelaient ça le conseil de défense. Mais il a mis en place un conseil scientifique qui poussait quelque part, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, qui poussait à prendre de plus en plus de précautions, des médecins qui avaient ce principe de précaution absolument fou pour éviter quoi? Pour éviter qu'un virus se diffuse. Or, sans chercher les responsabilités, on pourrait... Non, mais c'est intéressant quand même, par exemple, sur Olivier Véran, votre avis sur ce ministre de la Santé? Il était dans la droite ligne de la doxa, quoi. Il a même participé à ça. Donc moi, mon avis là-dessus, c'est que surtout, il a été un facteur de confusion totale. Parce que, si vous voulez les informations qui étaient données, on n'a jamais vu autant de quelque chose qui était périssable. L'information était périssable, c'est-à-dire qu'elle n'était valable que quelques heures. Et ça, c'est terrible pour une population de ne pas que les responsables soient si peu fiables. En soi, c'est quelque chose de très perturbant. Donc, ordre contre ordre, tout un système qui sans penser qu'il y ait derrière, et moi je ne peux pas entrer dans ce type de pensée disant que tout ça a été prémédité, en gros, c'est-à-dire la position de certaines personnes qu'on a appelées complotistes en disant il y a un grand dessein derrière tout ça. Bien sûr, je ne suis pas du tout dans ce schéma de pensée-là. En revanche, toutes les méthodes qui ont été mises en place générer une telle confusion partout, dans tous les domaines. On parlait d'Olivier Véran, mais il y a eu aussi Agnès Buzyn avant. Oui, presque oublié, on a oublié presque son rôle dans cette crise. Elle a été quand même la ministre de la Santé en mars 2020. Là aussi, votre regard sur son action, elle a commis des erreurs selon vous? Non, disons qu'elle, j'ai pas. Elle a l'épisode de la chloroquine classée comme substance vénéneuse par donc Agnès Buzyn juste avant que cette épidémie n'émerge, c'est quelque chose qui vous a troublé? Bon, moi, la thérapeutique
à dire vrai, tout ce débat-là. Alors parlons des atermoiements sur le masque. D'abord inutile, ensuite obligatoire. Pour moi, cette question-là a été très importante. Mais pour moi, ce qui a été plus important, parce que c'est difficile de répondre à votre question quand vous me dites « est-ce que vous allez accuser ?» Mais je ne suis pas un accusateur. Moi, j'essaye de regarder les choses un peu... Moi, ce qui m'a beaucoup gêné, par exemple, c'est la mise en place des tests. Pour moi, c'était un truc... c'est le support maximum à générer de la peur. Et cette peur, anesthésier... Oui, mais il fallait bien tester les gens. Là, je me fais un peu l'avocat... justement de vos détracteurs. Il fallait bien les tester quand même pour savoir s'ils portaient bien. Pour faire quoi ? Pour adapter la politique sanitaire en fonction du résultat de ces tests. Mais non, mais on voyait qu'il n'y avait pas de malades. Moi, ce que j'aurais proposé en tant qu'épidémiologiste... C'est ça que j'ai envie. J'ai envie de provoquer un petit peu en prenant d'ailleurs une phrase souvent utilisée par le président de la République lui-même pour se défendre. Mais vous, Laurent Toubiana, qu'auriez-vous fait à sa place en mars 2020 ? En mars 2020, c'est très simple. C'est extrêmement simple. On avait des informations venant de pays où l'épidémie avait démarré. Donc en Asie. En Asie. Et il y a eu des publications sur le taux finalement de mortalité, le taux d'infection, etc. On a eu ces informations très rapidement. Et donc très rapidement, on a su que finalement, ce qui reste dans la tête, c'est que la majorité des gens résistaient à cette épidémie. 80% de la population, c'est-à-dire toutes les personnes jeunes, ça ne leur faisait rien. L'idée, lorsque quelque chose ne fait rien à une grande partie de la population... Donc qu'est-ce que vous auriez fait ? Les principales mesures à prendre pour lutter contre la propagation de cette épidémie ? J'aurais protégé les personnes sensibles, les personnes âgées ? Les personnes âgées, bien sûr. Ça veut dire quoi, les protéger ? Les protéger, c'était éviter qu'il y ait trop de contact avec les personnes... Vous les auriez confinées, elles et elles seulement ? Plutôt elles, oui, en effet, les protéger tant qu'il n'y avait pas de médicaments, tant qu'il n'y avait pas de médicaments officiels pour ça. J'aurais laissé en place les médecins soigner, j'aurais laissé ce système médical qui existe soigner au maximum, c'est-à-dire que eux, dans notre système de santé, si vous voulez, il y a les médecins d'une part et il y a l'hôpital de l'autre, pour schématiser. Les médecins auraient dû travailler, or on leur a pratiquement interdit de travailler, on les a mis sur la touche et on a dit aux gens, prenez du Doliprane, restez chez vous, et si ça va très mal, appelez le SAMU, quoi, en gros. Eh bien, ce qu'il fallait faire, c'était au contraire que les gens qui ne risquaient rien, qu'on laisse le virus circuler parmi elles auraient eu une petite grippe ou un petit rhume, ce qui s'est passé d'ailleurs, et l'épidémie se serait arrêtée d'elle-même sans rien faire. Le masque, selon vous, c'était une aberration d'un point de vue épidémiologique ? Le masque dans la rue, oui, c'était une aberration totale. Le masque a eu plusieurs autres effets que celui de protéger les gens. Le masque en question, si vous voulez, est le principe même du masque chirurgical est que, globalement, vous protégez l'autre, vous ne vous protégez pas vous. Alors que la plupart des gens, lorsqu'ils portent un masque, croient qu'ils se protègent. Il n'y a que les masques FFP2 qui permettent ça. Et encore, il faut qu'ils soient particulièrement bien utilisés. Mais la plupart des gens pensent que lorsqu'ils mettent un masque, ils se protègent. Pas du tout. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde porte un masque pour que tout le monde puisse protéger tout le monde. Dès qu'il y en a un qui ne porte plus son masque, c'est foutu. Le principe même ne fonctionne plus. En revanche, le masque a été symboliquement quelque chose de très fort. D'une part, parce que c'est un marqueur de danger, parce que finalement, une épidémie, c'est comme une sorte de mal invisible. C'est ça, hein, une épidémie. Hein, quand on parlait tout à l'heure de fantasme, une épidémie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, on la ressent quelque part, et donc pour marquer le danger,
le masque était très utile pour faire prendre conscience, c'est une signalétique si vous voulez, pour faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Donc maintenir dans la population la conscience qu'il y avait des choses qui se passaient très dures. Or, il ne se passait rien de très dur. Donc ça, d'un point de vue symbolique, ça a été très fort. Et puis d'un autre point de vue, ça a été aussi l'acceptation de choses, d'un outil qui ne servait plus, l'acceptation par toute une population de quelque chose dont on savait que ça servait à rien, ou pas grand-chose. Mais les gens ont accepté de faire ce geste parce que ça ne les engageait pas beaucoup. Croyaient-ils? Mais on sait très bien que dans les techniques marketing de base, lorsque vous acceptez quelque chose qui ne vous engage pas beaucoup, en fait, c'est la porte ouverte à accepter des choses qui vous engagent beaucoup plus par la suite, que vous n'auriez pas accepté si elles avaient été données. On vous a préparé. On a préparé le terrain. Et donc, en acceptant, les gens, en vendant le masque, ont dit « écoutez, c'est pas grand-chose de porter un masque ». Et de fait, les gens se disaient « finalement, on va se protéger », mais on se protège de rien. Effectivement, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, on a accepté quelque chose qui n'était pas acceptable. Mais comment vous expliquez, Laurent Toubiana, que malgré ce que vous dites, qui semble très convaincant, tous les pays du monde développés presque sans exception aient mené la même politique? C'est tout de même un argument de poids à mettre au crédit de nos dirigeants, non? Vous ne trouvez pas? Non, moi je ne pense pas que la raison soit nécessairement liée à la majorité, d'une manière générale. La majorité, ça peut être aussi une forme de mimétisme, et on a appris très récemment que beaucoup de ces pays-là étaient conseillés par à peu près les mêmes personnes. Donc, mais ça on l'a appris récemment, on ne le savait pas. Par qui en l'occurrence? Par des conseillers. Non, mais là, vous parlez de conseils au niveau mondial, c'est ça? Enfin, de laboratoire? Non, mais vous savez très bien, les petites officines de conseil en tout genre... vous voulez dire un cabinet de conseil, c'est ça? Oui, voilà. C'est ça. Vous savez, un cabinet de conseil, qu'est-ce que c'est? C'est comme une abeille qui vole de fleur en fleur. C'est-à-dire qu'on prend du pollen là, puis on va polliniser ailleurs. C'est ça un cabinet de conseil. En gros, on arrive chez vous, on vous dit, on va vous conseiller, on récupère toutes vos datas, et puis après, on va pouvoir les vendre en tout cas les mêmes conseils à droite et à gauche. C'est ça un cabinet de conseil. Il faut quand même démystifier le truc. En gros... allons-y, rentrons dans le vif du sujet à ce propos. L'affaire McKinsey, qui est quand même fortement liée à cette épidémie, oui. C'est quelque chose qui vous a choqué, ou même plus? Disons que ça a éclairé un certain nombre de choses. J'ai pu répondre quelque part par le biais à votre question. Le mimétisme existe, c'est-à-dire que la période de sidération dont je parlais tout à l'heure, tout le monde a été sidéré, sauf les pays qui avaient de bons épidémiologistes. Et finalement, on a évacué un peu rapidement le cas de la Suède. Le cas de la Suède, c'était un épidémiologiste qui était à la tête des décisions des autorités de santé, et lui a décidé de ne pas confiner. Et au final, il a eu l'épidémie a été exactement la même que partout ailleurs, sauf que eux n'ont pas du tout confiné leur population. C'est-à-dire que leur population a beaucoup moins souffert des mesures que toutes les populations européennes qui ont mis en place toutes ces mesures-là d'une manière assez mimétique, on va dire. Voilà. Laurent Toubiana, dans votre livre, vous analysez donc, on le rappelle encore une fois, de manière extrêmement précise, ce glissement que vous appelez de la phase de sidération vers la phase de terreur, ce glissement vers un gouvernement de la peur, même si j'osais. Donc, si je dois bien vous résumer, on pourrait dire, selon vous, c'est votre opinion, que les politiques et les médias auraient systématiquement donc choisi les indicateurs les plus alarmistes pour faire peur à la population. C'est ça, en gros, si on doit schématiquement, globalement résumer. Oui, c'est extrêmement... D'ailleurs, très tôt, nous avions publié, à l'initiative de Laurent Mucchielli, une chronique dans Le Parisien, si je me souviens bien. Le JDD nous avait viré après la deuxième. Mais on avait publié donc
une tribune, pas une chronique, une tribune qui disait « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». C'était 30 chercheurs qui l'avaient signé initialement, qui ont été suivis par 200 autres après. Donc cette tribune avait été largement suivie par un grand nombre de scientifiques et de professionnels de santé. Et nous ne voulons plus être gouvernés par la peur parce que effectivement, c'est le ressort pour faire adopter. C'est un ressort pour empêcher de penser et puis croire. Aujourd'hui encore, on croit que cette épidémie est extraordinaire. Or, non, ce qui est d'extraordinaire, c'est le traitement de cette épidémie. C'est ça. D'ailleurs, dans votre livre, alors vous démontez la notion de vague. Là encore un mot qu'on a entendu énormément. Nous en avons connu un certain nombre depuis 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laurent Toubiana, pourquoi la notion de vague épidémique ne s'applique pas à cette épidémie selon vous? Alors, la notion de vague existe. Hein. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, hein, loin de là. Le fait qu'on voit bien tous les ans réémergent à période très régulière des épidémies de grippe, des épidémies de gastro-entérite, des épidémies de bronchiolite. Tout ça, on a l'habitude d'oreillons, de rougeole, de varicelle, etc. C'est inscrit dans notre connaissance commune presque intuitive. Donc on sait ce que c'est qu'une vague épidémique. Mais ces vagues épidémiques, elles ne sont pas nécessairement vraies tout le temps. Il y a eu énormément d'épidémies où il n'y avait pas de vague. Donc ce n'est pas quelque chose de nécessaire. C'est pas inclus. Et puis après, ce qui se passe, c'est que la notion de vague telle qu'elle avait été mise en place était intimement liée à la mesure de confinement. C'est-à-dire que le confinement, une fois qu'il avait été mis, servait à quoi ? À limiter les contacts entre les gens, pour éviter que, justement, l'épidémie diffuse. Donc, en mettant une sorte de confinement, de sarcophage sur la population, eh bien, on évitait la circulation du virus. Et donc, le taux d'infection de la population était très faible. Dès qu'on enlève le sarcophage, le confinement, eh bien, la population n'étant pas immune, si vous voulez, n'ayant pas développé leur système immunitaire contre le virus, et le virus circulant toujours, eh bien, ça générait une nouvelle vague. D'accord ? Et donc, normalement, dès qu'on a enlevé le confinement, quelques jours plus tard, l'épidémie devait repartir. C'était dans le fameux modèle du confinement. Or, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas eu d'épidémie et tout de suite après. Souvenez-vous, dès qu'on a enlevé le confinement, les gens disaient « dans pas longtemps, ça va repartir ». C'est pas reparti. D'ailleurs, ça infirme la validité de la théorie du confinement, puisque dans la théorie du confinement, il y avait on confine, puis ça redémarre dès qu'on déconfine. Ça ne s'est pas produit. Après, ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'épidémie a redémarré. Mais ce redémarrage a eu lieu à partir de septembre, si vous voulez, avec des incidences de malades relativement faibles. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait des viroses qui traînaient un petit peu partout. Et c'est normal qu'une épidémie de maladies infectieuses redémarre à cette époque-là. Ça redémarre tous les ans presque. Il se trouve qu'à ce moment-là, on testait beaucoup. Et donc, évidemment, on a attribué ces virus-là au Covid. Mais globalement, encore une fois, à la deuxième vague, là, il y avait moins de malades qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a autant de malades qu'au moment de la deuxième vague. Mais pour autant, le nombre de malades en question a permis de mettre en place un deuxième confinement. Alors, comment vous expliquez, Laurent Toubiana, que le gouvernement se soit tant appuyé sur la peur des gens? En quoi ça consiste d'ailleurs, un gouvernement par la peur? Parce que quand on y réfléchit bien, un gouvernement par la peur, on pourrait presque dire que c'est un peu une forme de dictature aussi. Hein. Il y en a qui... Est-ce que vous iriez jusqu'à parler, comme certains ont pu le faire, d'une dictature Covid?
C'est une vision des choses. Quand même. Hein. Non, mais excessive, on est d'accord. C'est excessif, bien sûr. Mais comment vous expliquez que cette politique, donc... Il y a deux versions dans mon explication. Il y a une version gentille et une version méchante. Ouais, alors dites-moi, donnez-moi les deux. Commence par la méchante. La version gentille, ce serait des intérêts et de l'incompétence. Alors les intérêts, allons-y. Quels intérêts y trouveraient-ils ceux qui gouvernent pas? Écoutez, dans une crise, il y a toujours des gens qui il y aurait derrière donc la volonté de ces gens de nous gouverner par la peur. Peut-être des sociétés ou des groupes qui auraient tout intérêt à ce que ça se passe comme ça? Il y a eu d'une manière évidente des industries qui ont beaucoup gagné dans cette crise, mais nous étions en guerre. Dans toutes les guerres, il y a une partie de l'économie qui fait son beurre, on va dire. C'est une expression horrible, mais c'est comme ça. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle des opportunistes. Un événement c'est arrive. Le pouvoir du lobbying aussi, de l'industrie pharmaceutique, qui avait tout intérêt à ce qu'on, évidemment, on charge la mule. Écoutez, c'est fort probable qu'il y ait eu des influences dans ce sens-là, comme il peut y avoir des influences un peu tout le temps. Ce n'est pas uniquement sur cette crise que des industries font du lobbying auprès des politiques. C'est pas une nouveauté, je veux dire, ça arrive tout le temps. Alors ça, c'est la méchante, hein, vous me disiez qu'il y en avait... Non, ça c'est pas la... ça c'est la gentille. La méchante serait effectivement une volonté très nette d'assujettir une population. Quand on est enfermé, ça ce serait vraiment la version méchante. Lorsqu'on est enfermé, et qu'on a très peur, on bouge un peu moins, et donc c'est plus facile à gouverner. Ouais. Et vous optez vers laquelle? Je donne les deux hypothèses. Je donne pas de résultat. Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Les choses sont... Vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la complexité. Elles sont pas aussi simples qu'il n'y paraît. La complexité, c'est pas manichéen. C'est pas blanc et noir. La complexité, la fameuse nuance. Il y a de la nuance. Et puis, il y a des choses qui émergent d'une manière presque spontanée. C'est-à-dire que lorsque on stimule un système complexe, il peut aller chercher des points d'équilibre à des endroits auxquels on ne s'attendait pas. Et ce que l'on constate, ce que je constate, moi, c'est qu'on a stimulé un système par la peur et qu'il a cherché un point d'équilibre quelque part. Ce point d'équilibre, c'était, par exemple, de trouver un médicament spécial. Alors, bien sûr, il y a dû avoir spécial, on va parler d'un vaccin, par exemple, pour vacciner tout le monde. Bien sûr qu'il y a dû avoir des pressions pour mettre en place ça, pour vendre du vaccin, pourquoi pas. Mais à la limite, j'ai presque envie de dire, une industrie, c'est son job, elle doit vendre, donc elle doit faire du business. Et on peut le regretter, on peut regretter ça, mais c'est quand même le jeu économique. Il est là, alors qu'ils mettent tout en place. Vous pensez qu'on va peut-être découvrir des choses plus tard? Oui, j'espère qu'on va découvrir des choses. En tout cas... Non, mais je veux dire des choses qui expliqueraient certaines décisions n'aient peut-être pas été choisies pour des raisons tout à fait raisonnables. On peut faire cette hypothèse-là. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait à travers ce livre, c'est de dire voilà ce que on pouvait voir. On pouvait voir ça, et c'est pas ce que les gens ont voulu voir. Poser les choses, quoi. Ce que j'ai voulu écrire là, c'est de dire voilà ce que des personnes qui ne sont pas seules. Il y a des milliers de personnes qui pensent comme moi, mais pour des raisons de carrière, des raisons de peur, de manque de courage, ou de tout un tas d'autres raisons, où j'ai pas envie de me mouiller, etc., sont restés un petit peu dans le fond. Mais ces gens nous soutiennent quand même, et ils sont derrière nous, derrière, quelque part, quelques porte-paroles qui prennent des coups, comme Péronne, vous les avez cités, Raoult et Alexandra Henriot-Cône. Et tous ces gens-là ont été, si vous voulez, une autre voix que la voix officielle. Et tous ces gens-là ont dit, à tel moment, moi j'ai vu ça, voilà. Je pense qu'ils ont été, et vous donc parmi eux, injustement stigmatisés, et que l'avenir vous donnera peut-être raison? Je trouve qu'on aurait pu apaiser le débat, oui.
on aurait pu écouter un peu plus les gens qui apportaient apportaient des idées nouvelles. Dans une équipe de recherche, il y a toujours la majorité de gens qui pensent à peu près la même chose, c'est le conformisme. Et puis, on recherche toujours des gens qui sont un peu... Le vilain petit canard. Le vilain petit canard, pourquoi ? Parce que ça émerge de là, en général. C'est eux qui perturbent. Et c'est bien de pouvoir les écouter de temps en temps. Parce que, quelque part, ils changent les perspectives, ils bougent un peu la manière de voir et donnent une autre vision de l'événement. Et donc, ça, c'est très bien. Et dire... on ne les écoute pas parce qu'ils ne disent pas pareil que nous, je pense que c'est la plus mauvaise des méthodes. Alors on arrive bientôt au terme de cette émission, cher Laurent Toubiana. Justement, la transition est assez simple avec ce qu'on vient de dire. Vous avez été souvent accusé par un camp d'être complotiste et par l'autre de ne pas l'être assez. Néanmoins, et vous abordiez un peu ce sujet il y a quelques instants, je voulais vous poser une question assez simple mais très importante. Est-ce que vous pensez que tout cela peut au final s'expliquer simplement par de l'incompétence ou par des erreurs ? Alors d'abord, je vais répondre complotisme, etc. Je pense qu'on ne m'a jamais traité de complotiste. On m'a traité de rassuriste, peut-être d'idiot utile, mais complotiste, je ne pense pas. En tout cas, je m'en défends totalement. C'est pas mon truc. Maintenant, pour répondre vous étiez on va dire un incorrectible de cette émission par rapport à la doxa. Mais incorrectible ne veut pas dire le fil. Incorrectible ne veut pas dire, ou alors on s'est trompé, on n'a pas la même définition. De mon côté, c'est un compliment. Mais moi aussi, c'est un compliment. Mais incorrectible ne veut pas dire complotiste. Loin de là. Complotiste, ça veut dire imaginer qu'il y ait un grand dessein international. Ouais, donc ça, non, mais c'est bien de mettre les choses au clair. Je vous pose cette question exprès. Incorrectible, c'est que je ne serai jamais corrigeable, en tout cas, à moins que vraiment je ne pourrai jamais accepter directement. Quitte à perdre, enfin, la question ne se pose pas, mais vous auriez été plus jeune, puisque vous dites justement que votre carrière est peut-être derrière vous. Allez, soyons honnêtes un instant. Vous auriez eu 15-20 ans de moins. Dans la force de l'âge, mais vous l'êtes encore. Est-ce que vous auriez eu cette liberté de ton ? Est-ce que vous auriez... Exactement, je n'ai jamais bougé. Mais c'est peut-être... Honnêtement, absolument, on vous aurait dit, mais... voilà, Laurent, tu sais, tu vas peut-être prendre des risques par rapport à ta carrière. Mais moi, je considère ne pas avoir eu de carrière. J'ai commencé ma carrière, elle n'a pas beaucoup bougé. Quand j'ai passé un concours de chercheur, j'étais tellement heureux de l'avoir obtenu que quelque part, c'était pour moi le bâton de maréchal. Non, parce que vous faites quand même partie de l'élite, donc cette élite, bon... Évidemment, à un moment, quand on accède aux plus hautes marches d'un domaine de compétences, évidemment... Je suis incorrectible et probablement incorruptible là-dessus. Moi, j'ai des valeurs. Et probablement, ça vient... Vous voyez, au tout début de mon livre, je raconte une toute petite histoire qui résume à peu près la situation. C'est une histoire très, très personnelle qui relate... le moment où je suis né, c'est-à-dire ma jeunesse, je fais partie de ce qu'on appelle la bof génération, les gens qui sont nés tout de suite après les 68 arts. Et ces gens-là, en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés qui avaient le même âge que moi, ont quelque chose en commun. Ils ont cette espèce de fibre un peu pas révolutionnaire, mais on ne se laisse pas marcher sur les pieds, en gros. On avait des grands frères qui étaient les 68 heures. Et tout ça avec le sourire. En plus, voilà. L'élégance. Mais je pense que ça a une importance. Le moment de sa jeunesse a une importance. Et oui, je pense qu'on avait à peu près les mêmes valeurs, en tout cas toutes. Ça vient d'où, ça, votre éducation, vos parents ? Non, je vous dis, on est des post-68 arts, c'est-à-dire les gens qui ont vu les grands là faire quelque part une forme de révolution parce qu'ils croyaient en des idées, si vous voulez, et nous, c'était gagné pour nous. Donc la liberté a été acquise, et quelque part cette liberté, il fallait la garder. Elle est en danger, selon vous, la liberté là ? Ou elle a été à un moment donné ? Je pense que la liberté, on peut la trouver justement, cette forme d'incorrection, c'est une forme de liberté.
c'est une liberté. Et si on ne la trouve pas, la liberté, c'est plein de choses. À un moment, là, ici, on nous l'a enlevé d'une manière violente. Du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de circuler. Pour autant, ça ne nous empêchait pas d'avoir une certaine forme de liberté. Ailleurs, de penser autrement, c'est une liberté déjà. Donc, à tout moment, on peut trouver des espaces de liberté. C'est possible. Allez, moment de conclusion de cette émission. Vous en parliez d'ailleurs en début d'émission. Est-ce que vous pensez, Laurent Toubiana, qu'il sera possible un jour d'apaiser cette société qui a été tant divisée par cette épidémie? Et est-ce que surtout vous pensez qu'on va en finir un jour avec cette épidémie de Covid-19? Alors d'abord, je ne pense pas que cette société a été tant divisée que ça par cette... au contraire, les gens ont accepté, c'est ça quelque part la tristesse du truc, c'est que une immense majorité ont accepté ce qu'on leur a dit sans... En tout cas, Emmanuel Macron a été réélu, ça c'est factuel. Et voilà. Si vous voulez, cette société a subi... Des choses qu'elle n'a jamais subies depuis que moi je suis né, en tout cas, depuis le début de la Ve République. Je pense que ces 2 années ont été probablement la plus grande souffrance pour la population française. La plus grande souffrance quand on globalise le truc. Donc on a eu la plus grande souffrance et les gens qui étaient à la tête du pouvoir et qui ont mis tout ça en place ont été réélus. Il n'y a pas de division dans cette... il y a des gens, effectivement, un certain nombre de gens, qui ont décidé que c'était pas si bien que ça, etc., et qui l'ont dit. Mais une grande majorité se sont pliés bien docilement à ce qu'on leur faisait et n'ont pas tant râlé, parce que justement, derrière, il y avait ce ressort énorme de la peur. Alors une question rituelle finale que je pose donc à mes invités dans cette émission très régulièrement. Comment d'après vous, Laurent Toubiana, on parlera de cette époque dans les années, on va dire dans les prochaines années, mais je parle à une échelle de 20, 50 ou même 100 prochaines années? Je vous ai dit tout à l'heure que ce truc-là... si vous voulez, il y a une faculté de résilience. Je vais prendre des termes un peu sur le bord, mais les êtres humains et les sociétés ont des capacités de revenir. Et mon espoir, c'est que tout ça soit oublié. On le voit bien. Dès qu'ils ont un tout petit peu de liberté, ils sont dans les cafés, ils sont joyeux, ils sont heureux. Et donc, je pense qu'à terme, ils y penseront et puis ils oublieront. Comme on a oublié beaucoup de choses. On a oublié la grippe de Hong Kong. Voilà. On a oublié des épidémies, on les oublie. Et même, si vous voulez, on parlait tout à l'heure de la peste, c'est un fantasme. Mais ça laisse des marques. Mais... lointaine. Et je pense qu'au final, c'est un événement qu'on finira par oublier, je pense. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent Toubiana. Donc, on rappelle, donc, pour les gens qui nous ont regardé et écouté, donc, ce livre, donc, qui vient de paraître, donc, intitulé Covid-19, une autre vision de l'épidémie. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ça paraît aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de revenir pour nous présenter, donc, parmi les premiers, donc, cet ouvrage. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité incorrectible et comme je ne cesse de le dire chaque semaine, surtout restez incorrectibles. Très bonne soirée à tous. Take on the world.